Bonsoir à toutes et à tous. Je vous propose que nous débutions cette séance du conseil municipal. J'ai reçu les procurations de M. Guibert, qui donne sa procuration à M. Emery, de M. Valla, qui donne sa procuration à Julien Creusa, de Mme Barbiche, qui me donne procuration, de Mme Lotte, qui donne procuration à Laurence Beccarelli, de Linda Federico Alimi, qui donne sa procuration à Sophie Bertuca, et de Charles Herman Gomez, qui donne sa procuration à Pascal Rochard. Est-ce qu'il y a d'autres procurations? Pas d'autres procurations, c'est parfait. Véronique Duru a accepté d'assurer le secrétariat de cette séance et j'en remercie. Je vous propose du coup que nous débutions cet ordre du jour qui appelle en point 1 la validation de l'approbation du procès verbal du conseil municipal du 16 mai 2023. Est-ce que vous avez des remarques sur ce PV? S'il n'y a pas de remarques, je propose qu'on passe à l'approbation de ce compte rendu. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, le point numéro 1 est validé. Je vous remercie. Le point 2. Pardon. Alors, une abstention, celle de Nathalie Ollier qui était absente. Parfait, c'est noté. Le point 2, il s'agit de l'approbation du compte de gestion 2022 sur le budget principal de la commune et sur les budgets annexes. C'est la constatation que les comptes administratifs sont conformes au compte de gestion. C'est une délibération de principe. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions sur ce compte de gestion. Pas de questions. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vous propose que l'on passe au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Personne. Donc la délibération numéro 2 est adoptée. Le point 3, c'est le compte de gestion qui concerne cette fois-ci l'établissement thermal de Divonne-les-Bains. C'est une obligation dans le cadre du budget et qui est celui de l'établissement thermal et qui constate, comme pour le budget principal et le budget annexe, la conformité, du compte administratif et du compte de gestion. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce point? Pas de remarques. Est-ce qu'il y a... Du coup, je vous propose qu'on passe au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Personne. La délibération numéro 3 est validée. Pour l'approbation du compte administratif, ce que je vous propose, c'est de faire une présentation pour les délibérations 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 et 12. Comment? Non, c'est tout bon, on s'arrête là. On s'arrête à 12 dans le premier temps. De faire un temps de débat. Et ensuite, moi, je sortirai pour laisser Véronique opérer le vote sur ces délibérations, sachant que les propos que je vais avoir en propos liminaire reprennent les éléments que vous avez eus dans l'ensemble du dossier de séance et qui a fait l'objet d'un débat au sein de la dernière commission finance. Ça vous convient de procéder de cette manière. Parfait. Alors, simplement pour rappeler que le compte administratif 2022 retrace l'exécution budgétaire de l'exercice précédent. Donc cette exécution, elle s'est déroulée dans un contexte post-Covid, avec une reprise de l'activité pleine et entière sur l'exercice, mais également avec le retour de la guerre en Europe qui a eu des impacts aussi sur les coûts 2022. Cette situation a entraîné un retour de l'inflation à des niveaux disparus depuis longtemps et à une pénurie dans l'approvisionnement de matériaux ainsi que sur les produits énergétiques, ce qui a généré une augmentation de nos dépenses. On a constaté également sur l'année 2022 une réalisation de l'exercice qui est marqué par des opérations exceptionnelles qui ont gonflé artificiellement les montants réalisés. C'est le cas notamment de l'acquisition et de la revente de l'hôtel du Jura, accompagné d'écritures de sortie de biens, d'écritures liées au réaménagement de la dette, ainsi que sur l'intégration dans le patrimoine des travaux d'aménagement de la maison de santé. Et puis, un fait inédit, c'est un montant de la CFG important sur l'année 2022 qui correspond à 2 versements de la CFG, donc de la compensation financière genevoise, la même année. Celle de 2021
début 2022 et celle de 2022 fin 2022, alors qu'initialement cette CFG était versée en 2023, aurait été versée en 2023. Ce changement est lié aux accords qui ont été trouvés entre le département de l'Ain et les deux intercommunalités concernées par le versement de la CFG. Donc c'est évidemment impactant dans nos recettes. Si on s'attache maintenant aux dépenses réelles de fonctionnement. Donc les dépenses réelles de fonctionnement se sont élevées à 21 317 193,91 €, soit une hausse de 13% à peu près par rapport à l'exercice précédent. Cette augmentation est due principalement à l'augmentation de la subvention des termes. Je vous rappelle qu'en 2022, nous avons versé 700 000 €, donc une augmentation importante par rapport à 2021, et des écritures liées à l'aménagement de la dette. Nous avons un taux d'exécution des dépenses réelles de fonctionnement qui est aux alentours d'un peu plus de 93%. Nous constatons également dans l'exécution du budget des charges à caractère général pour un montant de 4 700 000 €. En 2021, nous étions à 4 900 000 €. Ce chiffre indique une diminution en raison notamment du peu de consommation que nous avons eu pour la voirie, donc qui sera rattrapée sur l'année 2023. C'est un report. Et même si nous avons eu une augmentation des fluides, et par contre sur l'augmentation des fluides, nous avons un décalage de facture sur 2023 par rapport à 2022. Au niveau des charges de personnel, nous avons en 2022 un CA qui s'arrête à 6 850 000 €. En 2021, nous étions à 6 577 000 €. Donc cette augmentation de charges de personnel correspond à une augmentation de 3,5% du point d'indice, au doublement de la prime Macron qui a été accordée par la collectivité aux employés y en droit, et à l'exercice plein des effectifs qui ont été recrutés en 2021. Au niveau des charges de gestion courante, on est à 5 273 761 €, alors qu'en 2021, nous étions à 3 500 000 € globalement. C'est une progression importante qui est due notamment à la subvention des termes versés sur un autre chapitre. C'est la mécanique que nous avions évoquée dans notre précédent conseil municipal. Par contre, nous avons des participations au budget annexe qui sont stables par rapport à 2021, sauf sur le budget annexe de la gare, dans lequel nous avons une subvention qui a été plus importante pour finaliser l'acquisition de la maison dite de Schönbourg. Nous avons des subventions aux associations de 322 253 €, 357 000 € qui ont été versés à l'EPIC Office de tourisme et 150 000 € versés au CCAS. Nous avons des intérêts financiers à hauteur de 257 777 € pour 2022. En 2021, ils étaient à hauteur de un peu plus de 500 000 €. Et nous avons continué à constituer des provisions pour les deux contentieux importants de la collectivité. Le contentieux qui concerne la rupture du bail emphytéotique administratif avec Valvital, et le contentieux qui nous oppose à la Société des eaux minérales de Divonne-les-Bains relatif à l'arrêt du projet d'embouteillage de l'eau. Et nous avons provisionné 850 000 € à date, c'est-à-dire au 31 décembre 2022. Nous avons un montant de provision constitué qui est de 1 825 000 €. Et fin 2023, nous arriverons à peu près 2 millions d'euros, ce qui nous permet de pouvoir répondre aux contentieux et aux décisions de justice qui interviendraient sur ces deux contentieux importants pour la ville. Qui, je le rappelle, ont fait l'objet déjà de décisions positives et qui ont confirmé les choix de la ville. En recettes réelles de fonctionnement, elle s'élève à 29 293 678 €, en hausse d'à peu près 35% par rapport à l'exercice précédent, avec un taux d'exécution de 104,03%. Nous avons un produit des jeux qui est en large augmentation par rapport à 2021, qui s'explique notamment par une reprise de l'activité, et un montant de produit des jeux de 5 828 000 €. Et on retrouve avec ce montant de produit des jeux le niveau de 2004. Pour mémoire, en 2021, nous étions à 2,8 millions d'euros. La taxe de séjour,
à hauteur de 380 626 euros. Pareil, c'est un retour à peu près au niveau de 2019. En 2021, à cause du Covid, nous étions à 204 000 euros. Une compensation financière genevoise exceptionnelle, avec une somme de 6 310 135 euros, pour les raisons que je vous ai évoquées tout à l'heure. Pour 2022, l'augmentation de la CFG est quand même significative pour le versement 2022, parce que nous avons une augmentation de 400 frontaliers en plus, qui porte le versement de 2 578 000 euros à quasiment 3 200 000 euros. Nous avons également un produit fiscalité en augmentation, il y a l'augmentation des bases, pour arriver à un montant d'un peu plus de 10 millions d'euros, et la fin des dotations Covid accordées par l'État par rapport à 2021 à un montant d'à peu près 535 000 euros. Sur les dépenses et recettes d'investissement, donc les dépenses d'investissement se sont élevées à 7 millions d'euros, auxquels il faut ajouter les restes à réaliser qui sont à hauteur de 4,2 millions d'euros, dont les engagements des maîtrises d'œuvre des grandes opérations, la Grande Rue, la transformation du nautique en salle polyvalente, le projet de la rue de la Combe de l'Eau, le projet Grand Lac, pour un montant à peu près de 236 500 euros, l'engagement de l'ensemble des travaux de la Grande Rue sur le budget 2022 pour une réalisation 2023 à hauteur de 2 139 000 euros, la rupture du partenariat public-privé lié à l'éclairage public à hauteur de 1 100 000 euros, qui correspond aussi à la reprise des installations photovoltaïques et de l'aqualienne, en plus du solde des emprunts que nous aurions dû faire jusqu'au terme du PPP, qui nous a permis d'enclencher le contrat de performance énergétique que nous avons signé en début d'année, il y a quelques semaines. La subvention au casino à hauteur de 250 000 euros, le remboursement de la dette à hauteur de 1 064 000 euros, avec un encours de la dette au 31 décembre 2022 à 13 666 600 euros. Dans les recettes d'investissement, donc elles s'élèvent à 8 686 000 euros. Cela prend en compte notamment un produit d'un projet urbain partenarial lié à un projet immobilier appelé les Balcons du Léman, à de la taxe d'aménagement et à l'encaissement du FCTVA, ainsi que la revente de l'hôtel du Jura à l'association Tremplin. Donc en termes de résultats, nous avons une section de fonctionnement avec un résultat, avec le résultat d'exercice qui est à hauteur de 1 626 513 000 euros, un résultat de clôture à hauteur de 5 728 541 euros. En section d'investissement, un résultat d'exercice à 5 583 888 euros, 988 euros, et un résultat de clôture à 9 037 059 euros, et les restes à réaliser en dépenses à hauteur de 4 200 112 euros et en recettes à hauteur de 37 585 euros. Je rappelle que l'affectation de ces résultats, on y reviendra après le vote du compte administratif, a partiellement été faite et a été anticipée dans le cadre du vote du budget primitif, avec un petit delta d'à peu près 67 000 euros. Dans les budgets annexes au niveau du compte administratif, donc nous avons sur le budget annexe du Centre culturel et d'animation des crédits liés à la saison culturelle à hauteur de 399 000 euros, avec une augmentation des recettes, pour avoir des recettes qui arrivent à peu près à 140 000 euros. Je rappelle, en année Covid, on était à peu près à 80 000 euros de recettes en 2021, donc une augmentation significative. Sur le budget annexe du quartier de la Gare, donc l'élément significatif, c'est l'acquisition de la maison de Schönbourg, qui a généré des dépenses supplémentaires par rapport à l'année 2021. Sur le budget annexe bois et forêt, les ventes de bois à hauteur de 72 000 euros, quasiment. Sur le budget bois et concession, il n'y a pas d'élément significatif. Le budget annexe activité, loisirs, équestre et golf de l'hippodrome, on a une augmentation du marché de services dû à une augmentation du gaz, ainsi qu'un rattrapage de facturation de l'eau qui explique une modification du budget par rapport à 2021. Idem sur le budget piscine-plage et sur le budget de l'espace thermal, je l'ai détaillé sur le compte administratif dans le démarrage de ma présentation. En conclusion, donc c'est un
compte administratif qui met en œuvre les objectifs de notre équipe municipale avec une situation saine, en vous rappelant 3 chiffres. Le premier, notre capacité d'investissement, c'est 1,66 ans. Donc c'est la capacité d'investissement, c'est le nombre d'années théoriques nécessaires pour éteindre la dette, si on utilise 100% de notre budget. Et une capacité d'autofinancement qui représente 22% des recettes de fonctionnement et des dépenses d'équipement qui représentent à peu près 400 euros par habitant. Donc voilà en quelques mots les résultats de ce compte administratif dont vous avez pu prendre connaissance dans le document joint au conseil municipal et dont nous avons déjà largement parlé dans le cadre du budget primitif, puisque les chiffres étaient globalement connus. Donc est-ce que ça appelle des réactions ou un commentaire? Monsieur Quiconfoire. Alors, allez-y. 1, 2. Premièrement, désolé d'être en retard. Juste une petite remarque, la porte est fermée, donc on ne peut pas rentrer. C'est ouvert, ouais, mais bon. Voilà. Juste, moi je ne connais pas le code, donc voilà. J'ai dû passer par là. Deuxième remarque, juste sur la forme, c'est dommage de ne pas avoir les PowerPoint pour des chiffres, etc. On est vite perdu. C'est dommage. Voilà, ça serait sympa de les avoir. C'est vrai que. Vous avez l'ensemble des chiffres. Non, je sais. Mais quand on fait une présentation, on aime bien avoir un chiffre. Généralement, c'est plus sympa. Voilà. Donc ça, c'est pour la forme. Alors sur le fond, donc on a des écarts quand même significatifs avec le budget de ce compte administratif. C'est bien, c'est au niveau des résultats. Donc on ne va pas se plaindre. On a un résultat total, investissement et fonctionnement confondu, 14 millions de recettes. Alors 14 millions, hein, c'est quand même impressionnant. Donc ceci confirme que nous avions largement les moyens de, premièrement, ne pas fermer les termes, puisqu'on est en total désaccord sur cette politique. Je dis bien sur cette politique. On parle de politique ici. Donc on est en total désaccord là-dessus, donc on voit bien qu'on avait les moyens de ne pas les fermer. Et moi je me rappelle de cette situation avant la fermeture où on devait prendre des mesures drastiques tout de suite, etc. Finalement il n'y a pas d'urgence. Il y a un résultat qui est énorme. Et je pense que ce résultat, c'est pas la première année qu'on en voit les effets. L'année dernière, on était aussi en excédent significatif, un peu moins bien sûr, mais on connaît les raisons. Il y a le doublement de la CSG, etc. Bon, il y a pas mal de raisons pour expliquer le surexcédent cette année. Mais comme j'ai toujours expliqué au niveau du budget ici, on a un budget qui est structurellement sous-évalué, notamment dû au fait qu'on n'arrive pas à recruter. Et donc cette politique de ressources humaines qui pêche nous empêche d'exprimer pleinement le potentiel de la ville. C'est vous qui le dites vous-même dans les commissions, hein, donc je reprends presque mot pour mot ce que vous dites en commission, hein, c'est-à-dire on n'a pas les ressources humaines pour faire avancer. Hein, donc le problème, le résultat, il n'est pas surprenant et il va se reproduire les années futures. C'est-à-dire on va être encore en excédent l'année prochaine et ce, je pense, jusqu'à la fin du mandat. On prendra date, on verra si c'est le cas, mais j'en ai bien l'impression. Et donc du coup, ce fait-là fait qu'on n'a pas besoin de créer de dette supplémentaire. On n'a pas besoin, vous dites notre capacité d'investissement est très élevée, notamment par rapport aux communes du Pays de Gex. On est dans le haut du panier là-dessus. On est dans le haut du panier, si, on est dans le haut du panier. Vous pourrez vérifier. Je pense qu'on est bien au-dessus de la moyenne du Pays de Gex, dans la capacité d'investissement. Voilà.
supplémentaires, et pourtant on continue à le faire. Pourtant on continue à le faire. Donc là, il y a quelque chose qui ne colle pas pour moi. Voilà. On pourrait porter des projets très ambitieux, mais du fait de plusieurs facteurs, hein, comme vous dites, il y a la politique des ressources humaines, mais il y a aussi la politique tout court. Les choix, des priorités, etc. Et avec un budget pareil, quand on parle de ripolinage de la piscine, c'est un peu dommage. On a les moyens de le faire. Donc on pourrait le faire, mais on ne le fait pas. Pour nous, en fait, je dirais, on a quelque chose on a un énorme potentiel et on a du mal à le réaliser. Et c'est en ça qu'on est différent, c'est qu'on pense que si on avait, nous les manettes, on ferait autrement. Et donc c'est pour ça qu'on ne le votera pas. Voilà. On pense qu'on le ferait autrement, on donnerait d'autres priorités, on porterait des projets plus ambitieux, avec moins de dettes, on n'aurait pas fermé les termes, et on ne serait pas dans une situation où la perception de Divonne est d'une ville qui a un glorieux passé, mais qui n'a pas de glorieux avenir. Vous voyez, moi, je refuse ça, mais je voudrais voir des projets plus ambitieux pour refuser ça. Voilà. Et on en discute en commission, on a des échanges, on porte des propositions alternatives. On ne dit pas seulement c'est mauvais. Hein. Sur les termes, on avait un plan clair et précis et net. Sur la piscine, pareil. Donc, quand je parle, par exemple, sur la piscine, de simplement acheter une bâche, je veux dire, c'est pas grand-chose. Mais enfin, ça participe de l'écologie, de moins consommer de fluide qui augmente de plusieurs dizaines de pourcents dans l'année. C'est quand même des propositions concrètes, constructives. Vous le reconnaîtrez. Voilà. Donc, on ne votera pas ce compte administratif. C'est bien dommage. Je ne dis pas que je voudrais le voter à chaque fois et que je ferai à ce moment-là partie de la majorité, non. Je dis que sérieusement, vous avez des progrès à faire dans la proposition de plan à long terme, ambitieux, et pour que la ville soit de nouveau dynamique. Merci. Juste un point de précision pour que tout le monde soit bien au clair. C'est pas 14 millions, c'est 9 millions plus 4 millions de restes à réaliser. Et c'est pas tout à fait la même chose, parce que dans les 4 millions de restes à réaliser, on finance 100% des travaux de la Grande Rue. C'est ce qu'on a engagé comme dépense fin 2022 pour pouvoir finaliser les travaux de la Grande Rue sur 2023. Et on estime que le projet de la Grande Rue fait partie d'un projet ambitieux pour redonner à cette artère commerçante tout son lustre d'antan. Et quand je parle d'antan, c'était avant il y a 35 ans, parce que je crois qu'il n'y a pas eu beaucoup de travaux qui ont été faits sur le de la Grande Rue depuis 35 ans. Le premier point. Le deuxième, il reste les 9 millions, si on veut arriver à 14, ou les 10 millions à peu près. Mais en fait, vous avez vu dans notre budget, on a une partie de maîtrise d'œuvre qui a été lancée. Une maîtrise d'œuvre sur le Grand Lac, une maîtrise d'œuvre sur les travaux du nautique, une maîtrise d'œuvre sur le village d'association, en tout cas des projets qui avancent sur les villages d'association. Il faut prendre que ces deux derniers projets, on est sur des financements qui vont être à hauteur de 7 millions d'euros. Eh ben, ces 9 millions d'excédents vont nous permettre de financer en partie ces équipements, et des équipements qui seront nécessaires aux Divonnais. Parce qu'une salle des fêtes, une salle polyvalente, elle va permettre aux Divonnais de pouvoir avoir une occupation personnelle de cette salle s'ils le souhaitent, mais elle va surtout permettre aux Divonnais qui sont dans des associations de pouvoir faire des événements, un repas, un loto, des rassemblements, et c'est ça aussi qui permet la vie des associations. Et les associations, ça va ouvrir des créneaux supplémentaires et donner un certain confort à des associations
qui vont pouvoir travailler plus facilement. Et c'est un choix politique qui a été fait. Et le choix était de ne pas mettre cet argent dans les termes, vous l'avez très bien évoqué tout à l'heure, parce que les termes, c'était 2,5 millions à 3 millions d'investissements, certes, mais c'était surtout un déficit qui était d'1 million d'euros, à peu près, par année. Donc ça veut dire qu'on était entre la première année à 4 millions qui étaient mangés sur ces excédents, et la deuxième année, si le déficit était toujours de la même manière, on était à 1 million supplémentaire. Donc on est arrivé à 4 millions. Pour une activité, je le rappelle, qui n'avait pas, en tout cas avant Covid, parce que c'est là où il s'agit de comparer, qui était aux alentours de à peu près 1000 curistes, voire un peu moins quand on recalcule les chiffres qui nous ont été donnés, et moins de 12 000 entrées au spa thermal. Moins de 12 000 entrées au spa thermal. Avec une clientèle qui n'était pas forcément une clientèle de Divonais, et surtout, ce n'était pas forcément un service offert aux Divonais. Alors oui, quand on fait le choix d'arrêter les termes, c'est un vrai choix politique sur lequel on n'est pas d'accord. Et on a peut-être raison de ne pas être d'accord. C'est vrai que c'est un choix qui peut porter atteinte à l'identité de la ville. Et c'est une des questions qu'on s'est posées. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que même sans les termes, l'attrait touristique de la ville, il est important. Et il est important, il y a deux chiffres qui le montrent. Un, c'est les nuitées, le nombre de nuitées, 260 000 nuitées, une taxe de séjour, on retrouve notre niveau de 2019. Premier point. Le deuxième, c'est qu'on retrouve de l'investissement hôtelier. C'est-à-dire qu'on a un groupe qui vient de racheter un des hôtels pour le faire monter en gamme et pour le faire passer de 3 étoiles à 4 étoiles ou 4 étoiles plus. Et ça va générer une dynamique économique et une dynamique touristique supplémentaire. Donc l'argent que nous aurions mis dans les termes, je ne suis pas certain que ça aurait été impactant dans le reste du développement économique de la ville. Et je le rappelle, et je conclurai mon propos là-dessus, on travaille, notre politique elle porte sur 2 axes. Le premier axe, c'est de trouver des investissements, à faire des investissements pour répondre aux besoins des associations et des Divonais. Je le rappelle, c'est villages et associations, c'est salle du nautique, c'est l'ensemble de nos politiques publiques. Et de notre côté, c'est avoir des investissements sur le volet touristique et le volet développement économique. C'est ce qu'on met dans la grande rue. C'est d'autres axes qui sont travaillés pour faire en sorte qu'on puisse avoir de nouveaux hôtels, avoir de nouvelles entreprises qui s'installent aussi à Divonne. Alors oui, tout n'est pas complet. On va parler de la transition écologique que moi je considère un peu transversale et pour lequel on a des études en cours, des maîtrises d'œuvre et qui vont permettre de déclencher, notamment le nautique qui fait partie des premiers axes de bâtiments de la transition écologique. Mais après, vous savez que vous n'alliez pas voter aujourd'hui contre l'administratif parce que vous n'étiez pas d'accord sur le budget 2022. Donc il est logique que l'exécution du budget ne corresponde pas à vos attentes politiques. Voilà, mais je suis juste permis de vous répondre et de compléter vos propos. Voilà. Juste une remarque supplémentaire. Allô ? Oui, en fait, il y a des accords qu'on peut trouver sur certains points. Sur la réflexion de la grande rue, on n'a jamais voté contre, on était plutôt pour. On a essayé de construire en commission des améliorations et qui ont été prises en compte. On regarde de très près comment on peut aider pour comment dire, toutes les négociations qui sont en cours avec les différents acteurs de la grande rue, etc. On n'a jamais été dans l'opposition sur ce projet. On était d'ailleurs, on aurait eu du mal puisque en fait c'était dans notre programme. Donc il y a un moment où on était tout à fait sur la même longueur d'onde là-dessus. Sur le village des associations, pas du tout, parce qu'il n'a pas été montré d'après les études, les questionnaires, etc., qui ont été donnés par les associations, que le besoin était de l'ordre de plusieurs millions d'euros pour ce projet. Et je pense que le projet est trop grand par rapport à l'utilisation qui va en être faite. Et donc là, on n'est pas d'accord non plus. Sur l'image de marque, je pense que l'image de marque sur les termes, elle est désastreuse. Elle est difficilement mesurable parce qu'on n'a pas de scénario alternatif, un autre monde où les termes seraient restés ouverts. Donc on ne saura jamais ce qui se serait passé
si les thermes étaient restés ouverts. On ne sait pas quelle fréquentation on aurait eu. Donc sortir des chiffres d'avant le Covid, c'est bien, mais ça ne péjorait pas des futurs chiffres. Donc je pense qu'avec une dynamique de réflexion, etc., on aurait pu avoir une nouvelle clientèle et donc on aurait pu tout à fait renverser la vapeur. Et d'ailleurs, on aurait pu retrouver un repreneur dans d'autres conditions que ce qu'on est maintenant, c'est-à-dire avec un centre thermal qui est purement un bâtiment, une coquille vide, et qui, même quand on en parle entre nous, se valorise seulement à l'immobilier pour le moment. Donc, quasiment. Je suis pas certain. Je laisse conclure peut-être, parce que ça fait 2 fois 5 minutes. Oui. Donc voilà, c'est juste pour montrer notre différence. Sur la transition énergétique, il y a énormément de propositions qu'on fait pour aller dans ce sens. La dernière fois, par exemple, au conseil municipal, ça a été le plan incendie, le plan eau. Je veux dire, il y a des choses qu'on essaie de promouvoir, des choses qui ne coûtent pas forcément cher, des choses qui ne sont pas forcément une réflexion de bâtiment, mais il ne faut pas toujours aussi tout voir par le prisme immobilier. Et j'ai l'impression qu'on voit tout par le prisme immobilier dans ce conseil. C'est un peu dommage. Voilà, il y a des propositions qui ne coûtent pas cher et qui sont très efficaces. Donc, il y a un moment où je pense que ce dynamisme, il ne se ressent pas assez pour moi, et donc je le déplore et je le dis. Très bien, parfait. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou d'autres compléments? Si ce n'est pas le cas, moi je me retire pour laisser Véronique procéder au vote. Bon. Au vote du point numéro 4 pour l'approbation du compte administratif 2022. Est-ce qu'il y a des votes contre? Donc 5 votes contre. Est-ce qu'il y a des abstentions? Non, eh bien, écoutez, je vous remercie. Donc, le compte administratif. Pardon? Vous ne m'entendez pas? Ah voilà, ça va mieux. Voilà. Donc le compte administratif 2022 est approuvé. Ensuite, point numéro 5, budget annexe du centre culturel et d'animation, donc le CA. Est-ce qu'il y a des votes contre? Donc ce sera... Bon, okay, on va 5 votes contre. Est-ce qu'il y a des abstentions? Pas d'abstention, je vous remercie. Donc le compte administratif pour le centre culturel est adopté. Point numéro 6, il s'agit du compte administratif pour le budget annexe des bois et forêts. Donc est-ce qu'il y a des votes contre? Donc 5 votes contre. Est-ce qu'il y a des abstentions? Pas d'abstention, je vous remercie. Le point numéro 7, c'est le compte administratif 2022 pour le budget annexe des baux et commerces et concessions. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions, donc 5 votes contre, pas d'abstention, je vous remercie. Ensuite, le compte administratif 2022 pour les activités de loisirs équestres et du golf de l'hippodrome. Est-ce qu'il y a des votes contre? Donc 5 votes contre, des abstentions. Donc le compte administratif est également approuvé. Le point numéro 9, il s'agit du compte administratif pour le budget annexe de la piscine et de la plage. Est-ce qu'il y a des votes contre? 5 votes contre, des abstentions. Pas d'abstention, je vous remercie. Le point numéro 10, il s'agit du compte administratif pour le budget qui concerne l'aménagement du quartier de la gare. Est-ce qu'il y a des votes contre? Donc 5 votes contre, des abstentions. Donc, pas d'abstention, je vous remercie. Et ensuite, le point numéro 11, c'est l'approbation du compte administratif pour l'établissement thermal. Est-ce qu'il y a des votes contre? Donc 5 votes contre, des abstentions. Je vous remercie. Et ensuite, donc, le point numéro 12, il s'agit de l'approbation du compte administratif 2022 consolidé. Voilà, donc
Est-ce qu'il y a des votes contre? Voilà, vous attendiez, hein? Très bien, donc 5 votes contre, pas d'abstention, au moins vous êtes cohérents dans votre vote. Absolument. Eh bien écoutez, je vous remercie. Oui, oui. Bougez tête. Merci beaucoup. On a voté contre, donc c'était difficile de mettre en exergue, mais en tout cas, à titre personnel, j'aurais aimé pouvoir voter 2 fois contre le compte administratif de la piscine. Parce que je pense qu'un de vos échecs de cette année aurait été l'entretien de la piscine. Donc, et on le voit, et on va le payer pendant longtemps, parce que ça fera beaucoup cher de la remettre sur pied aussi. Et c'est un équipement qui sert à les Digonais, qui sert les associations et qui sert le tourisme à Digones. Donc je pense que c'était pleinement dans votre politique, il aurait vraiment fallu mettre un accent. On l'avait également proposé, signalé sur le travail des installations. Et malheureusement, on n'a pas été entendu sur ce point-là. Monsieur le maire étant revenu, je vais peut-être le laisser répondre. C'était plus un commentaire peut-être. Parfait, voilà. On a pris la remarque. Du coup... Je peux parler tard avec le micro, parce que mon portable... Non mais, alors, vous voulez prendre la parole, monsieur Cassel? Allez-y. Vous m'entendez? Oui, très bien. C'est pas que je veux prendre la parole, simplement je pense qu'il y a des règles dans cette assemblée qui doivent être respectées. Au niveau de la démocratie, c'est normal que vous exprimiez quelque chose de votre point de vue. On s'aperçoit que très très souvent, pour ne pas dire à chaque fois, vous êtes contre. Très souvent. On entend il y a des abstentions. Je vous l'accorde, Néanmoins, je voudrais rappeler ici quelques règles. On est pour respecter la démocratie, donc chaque groupe a droit à 5 minutes. D'accord? Donc, je vous engage à aussi nous respecter, nous, la majorité, parce qu'entendre pendant 7, 8, 10, 17 minutes que vous êtes contre notre politique, que tout ce qu'on fait c'est mal, etc., bah, vous dites pas ça, d'accord, très bien. Mais en tout cas, donc, mon point c'est respecter les règles. Nous, on respecte la démocratie, mais respecter aussi la majorité. La plupart des Divonnais qui lisent, qui écoutent, aussi ont envie que notre groupe avance. Et ils sont aussi, ils vous trouvent irrespectueux vis-à-vis, je vous le dis, ils nous l'ont dit, mais pourquoi ils ont droit à 5 minutes? Pourquoi pendant 10 minutes, 15 minutes, 17 minutes parfois? Pourquoi vous partez dans des lazis, des colibets, des diatribes qui sont à l'encontre de la majorité, à l'encontre des Divonnais? Donc je suis là aussi pour faire appeler la voix de la majorité des 65% de ceux qui nous ont élus et qui nous ont élus pour faire avancer le programme. Voilà, et je m'arrête là, et c'est ça que, effectivement, je voulais dire depuis un point. J'ai tous les détails, vous pouvez vérifier depuis le mois de janvier. Donc moi, ce que je vous invite, c'est à vous parler avant, à faire un exercice de synthèse quand vous communiquez, et maintenant, vous aurez, tant que je serai ici, au bout de 5 minutes, c'est moi qui vous ferai signe. D'accord? Merci. Merci pour ce rôle de timekeeper. Edouard, peut-être ton micro. Ah non, mais vous souhaitez prendre la parole, donc je vais vous la donner, patron Augustin. Allez-y. Il me semble, juste pour le respect de l'institution, que le rôle de police de l'Assemblée est dévolu au maire, et que c'est le maire qui doit faire respecter le temps de parole. Première chose. On vient de voter 7 points. 8 points, on avait 8 fois 5 minutes. Donc je veux bien, Edouard, que ça te perturbe d'entendre que tout ce que vous faites n'est pas bien. On sait reconnaître quand il y a des choses qui sont bien. On vient de voter une série de points. Donc on avait 5 minutes pour les différents points. On aurait pu prendre 5 minutes en parlant chacun à tour de rôle sur les différents points. C'est pas ce qu'on a fait. On n'est pas en train de faire de l'obstruction au débat. On est en train d'alimenter le débat. De dire qu'effectivement, sur le projet de la Grande Rue, on est favorable à ce que vous faites. On a alimenté les discussions dans des réunions d'ailleurs qui étaient, je pense, même hors commission, donc avec une certaine bonne volonté, donc on a largement participé. Et qu'on est tous attachés à ce que notre ville soit une ville belle, attractive et rayonnante. Que par contre, on a le droit de dire que sur la piscine, et j'ai le droit de reprendre la parole pour dire que sur la piscine,
Je regrette qu'il n'y ait même pas une abstention sur ce budget parce que le compte administratif concernant le budget de la piscine est notoirement insuffisant par rapport aux enjeux qu'on a sur cet équipement. Si ça te perturbe que je dise ça et si c'est trop de prendre 5 minutes, vu le ressenti des Divonnais sur l'exploitation de la piscine, qui est un patrimoine commun pour Divonne, pour les Gissiens, parce qu'il y a des gens qui viennent de tout le pays de Gex dans cette piscine, et que toi la situation te satisfait, j'en suis très content, mais la maîtrise du temps de parole, c'est pas ton boulot, c'est celui du maire. Merci Bertrand Augustin de rappeler mon job, mais je vous rappelle que vous n'écoutez pas quand je vous dis on a dépassé 5 minutes. Donc je pense que ce qu'Edouard disait, ça ne concernait pas spécifiquement ce conseil municipal, mais je crois que si on remonte en arrière, j'ai fait preuve d'une assez grande largesse sur le temps de parole des différents groupes politiques. Et ça, je pense que vous ne pouvez pas me le reprocher. Et je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas dit, en parlant de la piscine, que nous étions nous-mêmes satisfaits de la piscine. C'est la raison pour laquelle les services de la ville travaillent quasiment quotidiennement avec le gestionnaire de la piscine pour trouver des solutions aux problèmes rencontrés par l'exploitant, en tout cas le gérant de la piscine actuellement, c'est le premier point. Et le deuxième, on a dit très clairement, on a affiché la couleur qu'on a pris personne en traite sur le montant des travaux que nous étions prêts à mettre sur l'année dernière, sur cette année et sur l'année prochaine. Vous n'êtes pas d'accord avec les investissements qu'on a à faire, ben c'est très bien parce qu'en fait, on n'a pas une même vision politique, ce qui explique qu'on n'est pas dans le même groupe politique. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça, mais ça n'appelle pas de réponse en fait. Voilà. Et donc, ce qui est très bien, c'est qu'en fait, si je suis la police de l'Assemblée, je dis que ça n'appelle pas de réponse, c'est que ça n'appelle pas de réponse, Bertrand Augustin. Voilà. En fait, vous pouvez poser la question, mais attendez que je vous donne au moins la parole. C'est ça qui est dingue. On vient d'avoir un débat sur les 5 minutes. Vraiment. En fait, je sais pas comment on peut le faire. Bref. Vous voulez parler, allez-y, parce que vous avez essayé de parler, mais à un moment, vous reconnaissez que c'est un peu, cette attitude est quand même particulière. Cette attitude, ça s'appelle un débat, c'est un échange. Il n'y a pas une prise de position. Il y a des règles de police. Il y a des règles de police de l'Assemblée. Tu me reproches de vouloir parler, pardon, j'avais la main, hein, tu me reproches de vouloir parler alors que monsieur le maire ne m'a pas donné la parole et tu parles en même temps que Vincent tout à l'heure. C'est inaudible pour tout le monde. On va juste essayer, c'est pour ça que je voulais que tu prennes la parole avec le micro, parce que c'est plus simple pour que les gens à l'extérieur puissent comprendre. J'avais besoin d'une clarification. Vous parliez du montant affecté à l'entretien de la piscine. Je dois avouer que dans les différentes communications, je m'y perds. J'étais resté dans ce qu'on avait vu en commission de travaux sur 150 000 € sur 2 ans pour un montant de 300 000 € sur 2023-2024. Et je lis parfois que vous avez déjà investi 300 000 €. Je m'y perds. Ce sera un point très complet en commission de travaux. Voilà. Comme ça, vous serez clair sur les chiffres. Très bien. Donc, si ce débat sur la forme et sur le fond est clos, je vous propose qu'on passe au point 13, qui est l'affectation des résultats. Donc, sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2022, on a une somme qui s'élève à 37 059,52 €. Donc, il se convient d'affecter le solde de l'excédent de fonctionnement de l'exercice, donc 37 059,52 € au compte excédent de fonctionnement reporté à la section de fonctionnement. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce point-là? On les fait une par une parce que les montants sont différents. S'il n'y a pas de remarques, je vous propose qu'on passe au vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Alors il y a un contre. Donc c'est 5 contre. Qui s'abstient? Donc le point 13 est validé. Le point 14, c'est l'affectation des résultats de fonctionnement de l'exercice 2022 sur le budget du CCAD. Donc le résultat, l'excédent de fonctionnement, c'est à 369 232,74 €. On vous propose de l'affecter de la manière suivante: 258 000 € en section d'investissement et 111 232,74 € en section de fonctionnement. Il y a des remarques? Pas de remarques. Je vous propose qu'on passe au vote. Donc, qui est contre? 5 contre. Qui s'abstient? Personne. Le point 14 est validé. Le point 15, on est sur le budget annexe. Juste un commentaire. Si ça peut aider au débat, on est contre jusqu'à la fin. Ah bah alors on y va. Voilà. Donc, non mais parce qu'à chaque fois c'est des chiffres différents. Donc si on va aller plus vite.
On avance point par point, comme ça on vote. Donc point 15, l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice du budget annexe bois et forêt, donc 5 contre. 5 contre, pas d'abstention, donc le point 15 est validé. Le point 16, c'est l'affectation des résultats du budget annexe des baux et concessions. Le vote 5 contre, pas d'abstention, le point 16 est validé. Le point 17, l'affectation des résultats sur le budget annexe activité de loisirs équestres et vol de l'hippodrome. Le vote donc 5 contre, pas d'abstention, donc le point 17 est validé. Le point 18, affectation du résultat du budget annexe piscine plage. Le vote 5 contre, pas d'abstention, donc le point 16, le point 18 pardon, est validé. Et le point 19, il s'agit de l'affectation du résultat du budget de l'établissement thermal, donc le vote 5 contre, pas d'abstention, le point 19 est validé. Je vous remercie. Le point 20, il s'agit de la création d'un poste d'apprenti à l'Esplanade du Lac. Vous le savez, la collectivité soutient l'apprentissage, en tout cas cette forme d'enseignement, de manière, et la traduction concrète, c'est de pouvoir recruter des apprentis, notamment dans des parcours post-bac. Nous avons aujourd'hui un apprenti dans le domaine de l'informatique, et là les services nous ont proposé de prendre un apprenti pour l'Esplanade du Lac, un apprenti plutôt orienté sur le son, parce que c'est sa formation, qui viendra compléter les effectifs de l'Esplanade du Lac, et notamment compléter ou accompagner le technicien son qui devrait arriver. Il y a des recrutements qui sont en cours et qui viendra seconder Jean-Michel Gardiès dans les prochains mois. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette création de poste? Monsieur Augustin, en fait, il faut lever la main et après je coupe mon micro et vous pouvez allumer le vôtre. Voilà. Allez-y. C'est bon, normalement, tout on voit, vous pouvez y aller. J'ai été particulièrement surpris par la situation des ressources humaines de l'Esplanade. On a fait une commission mercredi 7, je crois, une dizaine de jours à l'Esplanade. Et je crois que sur un effectif complet de 8 personnes, il y a un poste de communication qui n'a pas été renouvelé, qui a intégré la communication mais qui n'a pas tout à fait la même fonction. Il y a un poste culture qui a disparu, puis un poste son qui manque, un poste technique. La situation est préoccupante parce qu'on est une équipe de l'Esplanade qu'on a senti en tout cas en commission, et je crois que c'était un sentiment partagé par tous les commissaires, un peu à bout de souffle et un peu à bout de ce qu'ils pouvaient donner à la collectivité pour proposer un programme riche et complet et une scène régionale telle qu'on l'a souhaité dans cette assemblée. Et donc je suis effectivement surpris de voir effectivement un poste d'apprenti sur le son alors qu'on n'a pas d'effectifs techniques suffisants actuellement dans l'Esplanade. Je pense qu'il serait important, d'autant qu'en réponse à nos questions, les agents ont indiqué que ce n'est pas un problème de candidats. Il y a des difficultés à trouver des candidats appartenant à budget sur ces postes-là, on pourrait trouver des candidats facilement. Il y a des blocages à la mairie qui sont plutôt inexpliqués. Donc moi j'exprime mon désarroi par rapport à ça parce que ça risque clairement d'affecter la qualité de la programmation sur la prochaine saison. Même si vous avez présenté le programme la semaine dernière et que tout le monde est très content, moi j'ai senti clairement une équipe qui est au bout de ce qu'elle peut donner, au bout du temps qu'elle peut passer pour garder le lieu ouvert et pour porter des projets qui d'ailleurs dépassent l'Esplanade puisque c'est tout le service culturel de la ville. Très bien. Écoutez, il y a des recrutements qui sont en cours, qui devraient être finalisés, je l'espère, assez rapidement. Mais comme beaucoup de services de la collectivité. Donc si c'est des blocages qui sont en mairie, j'en discuterai avec le directeur de la culture pour savoir quels sont les blocages, parce qu'aujourd'hui je crois que les dévalidations sur l'ouverture des postes, il n'y a jamais eu de contrainte de la part du maire que je suis pour ne pas rouvrir des postes. Aujourd'hui, s'il y a un processus qui peut être lent des fois dans les ressources humaines, on regardera pour l'accélérer. En tout cas, je suis assez surpris parce que je crois qu'il n'y a pas eu de suppression de postes de la part de la collectivité sur la politique culturelle au sens large. On n'a jamais été au niveau budgétaire sur une diminution des budgets dédiés à la culture
Voilà, voire à l'inverse, une augmentation des budgets dédiés à la culture. Donc on refera le point avec l'ensemble des collaborateurs de la direction du service culturel. Voilà. Ça veut dire que vous découvrez cette situation des ressources humaines de l'esplanade? Non, je suis au courant de la situation des ressources humaines de l'esplanade. Vous savez, les sujets des ressources humaines de l'esplanade, ce n'est pas un sujet nouveau. On a eu ces sujets, j'allais dire, depuis maintenant de temps réguliers, sur la question des heures supplémentaires des agents de l'esplanade, sur des départs de collaborateurs de l'esplanade qui ont re-questionné l'organisation des services de l'esplanade. Et il y a des profils de poste qui évoluent aussi quand il y a des nouveaux directeurs qui arrivent au niveau d'une politique culturelle de la ville. Donc j'entends que vous êtes très inquiet aujourd'hui sur ce qui peut se passer à l'esplanade du lac. Et ces sujets de RH à l'esplanade, comme dans beaucoup de services de la collectivité, ne sont pas une nouveauté, en tout cas je ne les découvre pas. Ce que je découvre, c'est que c'est l'impression, en tout cas que vous relayez de la part des agents de l'esplanade du lac sur l'état d'avancement des recrutements, des validations de la mairie. Alors j'imagine que c'est les validations du maire qui sont derrière. Les validations du maire qui sont derrière. Mais bon, on fera le point. Plus c'est pas un avis personnel, c'était, je crois, en tout cas sans vouloir me prononcer pour toute la commission, mais c'était une surprise collective des élus de la commission culture. Donc c'est pas une disposition personnelle de l'opposition qui en veut à cette majorité et qui veut absolument nuire à... Mais par contre, si vous ne visualisez pas les postes qui manquent, Gueulaine Etienne qui était en charge de la culture, Forestienne... Je vous ai dit que je visualisais. Donc, mais vous pouvez, si vous voulez le dire sans nous nuire, vous pouvez dire tous les postes qui vont pas. Je vous ai dit que j'étais conscient de la problématique. Je dis le sujet qui me surprend, c'est la manière dont vous dites que vous avez eu ces éléments-là portés par des agents de la collectivité parce qu'il y avait des blocages au niveau de la mairie. Donc, je vais regarder où sont les points de blocage. Parce que je le redis, aujourd'hui, il n'y a pas de suppression de postes sur le service culturel de la collectivité. Et je crois qu'on est plutôt en train d'essayer de renforcer nos équipes villes en termes d'emploi pour tous les services de la collectivité, plutôt qu'essayer de réduire l'ensemble des postes qui sont ceux de la collectivité. C'est la raison pour laquelle on passe très régulièrement des créations de postes dans la modification du tableau des effectifs. Voilà. Deux remarques supplémentaires, monsieur le maire, concernant cette délibération. La première, c'est qu'effectivement, recruter un apprenti quand on n'a pas de titulaire sur le poste, qu'on n'a pas de technicien son spécialisé, c'est pas forcément une bonne affaire parce qu'un apprenti, ça prend du temps et ça nécessite un accompagnement précis. Donc, je suis assez réservé sur la délibération, même si sur le principe de l'apprentissage, c'est très bien. Et deuxième chose, à cette occasion, puisqu'on rappelait à la commission le souhait qu'on avait formulé dans ce conseil municipal, qui était d'avoir une scène digne d'une scène régionale, et on a pris à cette occasion que le label scène régionale disparaissait, donc c'était plus un objectif pour l'esplanade du lac. Donc voilà, moi je réaffirme en tout cas, je suis en commission culture avec intérêt et avec passion, qu'il ne faudrait pas que cette disparition du label scène régionale puisse être une possibilité pour baisser le niveau qu'on est en train de construire pour cette scène depuis 5-6 ans maintenant, et qu'on puisse garder un même niveau de qualité et de culturel pour l'esplanade du lac. Voilà. Très bien. Vous voterez comme vous le souhaitez sur la délibération sur l'apprenti. Et simplement sur l'ambition, je la réaffirmerai autant que de besoin. Notre politique culturelle, elle passe par le travail qui se fait à l'esplanade du lac, mais pas que. Parce qu'il y a la saison culturelle, il y a tout ce qui se passe autour de la saison culturelle. Je crois que je l'ai exprimé en entame de la présentation de la saison culturelle. Je le redis, les crédits alloués à la culture au sein de la collectivité ont augmenté, autant que de besoin. On travaille sur des projets complémentaires aussi aujourd'hui pour continuer à ce que la politique culturelle de la ville, ce qui se passe à l'esplanade du lac, mais ce qui se passe en dehors de la ville, nous permettent de faire rayonner la ville et continuer à être une scène qui compte à l'échelle régionale. Je dirais simplement aujourd'hui que la région a augmenté sa subvention de 10 000 € par rapport à l'année dernière au titre justement de la convention scène régionale, pour passer de 15 000 à 25 000 €. On est en train de monter
Donc, le directeur monte des projets sous notre commande politique à Pascal et à moi-même pour monter des projets transfrontaliers, faire reconnaître notre salle à l'échelle transfrontalière, faire reconnaître notre salle à l'échelle étatique avec la DRAC. Donc aujourd'hui, il n'y a aucune ambition de ne plus avoir d'ambition sur la culture. C'est peut-être votre impression, je le regrette, mais en tout cas, on porte depuis 2019 pour ce qui me concerne, bien avant, une vraie politique culturelle à l'échelle de la ville, parce qu'on est convaincu que la culture permet de créer du lien au sein de notre collectivité et permet, notamment dans le public jeune, d'avoir un accès à des spectacles, d'avoir un accès à des événements culturels qu'ils n'auraient peut-être pas, ou auxquels ils ne participeraient peut-être pas, s'il n'y avait pas la politique culturelle qu'on mène, le lieu, mais tout ce qui se passe autour et dans le lieu de l'Esplanade du Lac. Je propose qu'on passe au vote, du coup. Donc le point 20. Qui est contre? Qui s'abstient? Du coup, tout ça, une délibération votée à l'unanimité. Le point 21. On est sur la création d'un emploi en contrat de projet d'animateur sportif, Terre de Jeux 2024. Vous le savez, je donne la parole juste après la présentation. Donc, on avait recruté un agent qui, au sein de la collectivité, pour un contrat plutôt court, avec la volonté d'accompagner le développement de la pratique sportive dans le cadre de Terre de Jeux, notamment dans des écoles, Et aujourd'hui, on vous propose pendant une année de poursuivre ce contrat de projet d'animateur sportif dédié à Terre de Jeux jusqu'à la fin du mois d'août 2024, de manière à ce qu'il puisse accompagner tout le label et les dispositifs mis en place dans le cadre de ce label dans les établissements scolaires, que ce soit les écoles maternelles, les écoles élémentaires et les collèges, pour valoriser la pratique du sport. Voilà. Donc, Monsieur Quincampoix. Premièrement, pour cette délibération, on a des bons retours, comme on a dit en commission la dernière fois, sur ce qui est fait. Donc, on va voter pour. C'est très bien, voilà. Deuxièmement, en fait, vous disiez il y a 2 minutes, c'est pour ça que je me permets de réagir, tout ça pour une unanimité. En fait, le débat, il n'est pas que noir et blanc. On a une réponse à la fin avec un vote, mais on peut émettre des réserves et quand même voter pour. Vous pouvez nous convaincre, vous savez, voilà. Il y a d'autres façons de réagir que oui ou non. Et on peut prendre du temps de parole pour discuter de la mesure en question. Si on trouve qu'il y a quand même quelques réserves à y mettre. Donc il n'est pas forcément opportun de dire que à la fin, s'il y a unanimité, il ne fallait pas en discuter. Parfait. Allons-y alors. Du coup, pour le vote sur le Terre de Jeux 2024, donc qui est contre? S'abstient, personne, donc le point 21 validé. Le point 22, c'est... Oui, merci Monsieur le maire. Pour une délibération qui est une proposition mise en place de taxe d'aménagement majorée à 20% sur un secteur UGA2 de centre-ville. Pour rappel, je dirais que la taxe d'aménagement standard est fixée à 5%, mais qu'il est possible de la porter à un maximum de 20% si la densification et les constructions nouvelles à venir génère des coûts de travaux en équipement public particulièrement importants pour la commune, ce qui est le cas sur ce secteur, on le verra tout à l'heure. Les 20% concernent par contre eux que la partie communale, puisque en ce qui concerne la taxe d'aménagement, vous avez aussi l'interco et la régie des eaux qui interviennent, mais la taxe à 20% s'applique sur la partie communale. Alors, le périmètre de ce secteur UGA2, je rappelle que l'UGA2 c'est un secteur ciblé à densifier, sur les axes structurants et les entrées de ville. Vous avez dans les annexes, vous avez d'abord la carte avec le secteur UGA2 de centre-ville en rose, et puis vous avez la carte à côté avec le périmètre entouré en vert du secteur pour lequel nous proposons une taxe d'aménagement à 20%. Comme vous pourrez le constater en superposant les cartes, le périmètre n'est pas tout à fait identique à la zone UGA2. En effet, la partie qui va de la Grande Champagne à la rue Voltaire n'est pas concernée par cette nouvelle taxe à 20%, pour la simple et bonne raison
qu'elle fait déjà partie du secteur de la gare et qu'elle est déjà sur une TAM à 20%. D'ailleurs, au passage, et pour exemple, je rappellerai que le projet Ogive, qui se situe rue Voltaire, a lui fait l'objet d'une TAM qui a 20%, qui a rapporté 600 000 euros environ, alors que sans celle-ci, c'est plutôt 100 à 150 000 que la ville aurait perçu au titre des taxes. Je rappelle que le projet Ogive, c'est 79 logements. Alors, pourquoi avoir voulu compléter et développer la taxe d'aménagement majorée sur ce secteur? Tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'emprunts et que nous avons un certain nombre de projets et de demandes de promoteurs qui sollicitent notamment des particuliers pour acheter des maisons et construire des prêts collectifs, et que nous avons eu 2 permis de construire en cours sur des collectifs, c'est 2 seuls que nous avons validés depuis le début de la mandature, sur le chemin des Vernes. C'était le projet de promotion pour 35 logements et suivi IMO pour 15 logements. Si bien que tout ça dans les projections fait apparaître des besoins en équipement public avec des coûts importants. Ils sont rappelés dans le corps de notre délibération. Je les relis pour fixer un peu l'état des besoins. C'est des travaux en termes de groupe scolaire à Harbert, c'est la création d'une nouvelle école sur le secteur, c'est la création d'une aire de jeu, c'est la création, c'est des travaux de réaménagement et de voirie sur le secteur, le tout pour une partie communale qui s'élèverait à plus de 14 431 000 euros. S'ajoute à ça une partie intercommunale, c'est davantage le projet de déchetterie à Divonne, c'est la mise en place de conteneurs et la mise en place de points verts et de tri sélectif, et des renforcements d'infrastructures en eau potable. Tout ça fait donc au regard des montants des programmes, des équipements publics qui sont rendus nécessaires pour l'organisation de l'urbanisation de ce secteur à long terme, il est proposé d'instaurer une TAM à un taux de 20%, qui est l'outil à la fois juridique et financier qui nous assurera les plus grandes recettes pour préparer l'avenir et construire ou développer les équipements publics dont nous aurons besoin. Merci. C'est là parce qu'il y a des remarques sur cette mission. Oui. Je précise d'entrée de jeu qu'on va voter pour. Je voudrais juste quelques commentaires suite aux discussions qu'on a eues en commission urbanisme de ce sujet. C'est vrai que cette mesure, on ne va pas dire qu'elle nous a surprise, mais elle aurait mérité d'être certainement un peu plus amenée et expliquée au niveau du sens politique que ça avait. On a commencé cette discussion. Aujourd'hui, je pense que ça mérite, on pense que ça mérite d'être discuté encore davantage, notamment par rapport à la liste des projets qui pourraient potentiellement utiliser cet argent. Ça reste encore flou. Et on a soulevé de façon, je pense, claire tout à l'heure qu'effectivement, aujourd'hui à Divonne, on n'a pas tellement besoin d'argent supplémentaire, on a surtout besoin de faire en sorte que les projets se fassent. Et très concrètement, quand on parle de nouvelle école, etc., on en a parlé aussi. Vous savez que dans ce quartier, nous, on appelle à la construction d'une nouvelle école, ou en tout cas se reposer les questions d'une nouvelle école, que typiquement dans le quartier de la Gare, on aimerait voir se reposer la question d'une nouvelle école. Donc voilà, pour l'instant, il y a une liste un peu floue de choses qu'on pourrait faire avec cet argent en plus. Nous, encore une fois, notre appel, c'est prenons les choses de façon concrète et mettons en place les projets, faisons en sorte qu'ils arrivent. Voilà. Et puis, il faut aussi réaliser qu'une augmentation de la TAM, c'est aussi une augmentation du prix au mètre carré. Donc, ça touche des projets collectifs, ça touche aussi des projets individuels. Et c'est une taxe, donc une forme d'imposition. Vous ne vouliez pas augmenter les impôts, on met des taxes. C'est une façon de collecter de l'argent différente. Juste sur ce dernier point, je parlais, donc quand on va proposer la surtaxe sur les résidences secondaires, la taxe d'habitation, vous n'allez pas la voter. C'est une proposition qu'on a faite nous, mais Voilà. Donc, non, mais c'est juste. C'est intéressant. On peut parler de fiscalité, voilà. Et peut-être qu'on va laisser les engagements en campagne. On a parlé des plans des donc Serge. Simplement pour reprendre un peu de ta question, Mathieu. On a été, c'est vrai, je ne vais pas dire un peu pris de court, mais par le calendrier réglementaire sur la question de la mise en place et le vote des TAM, puisque initialement, pour pouvoir être mis en place au 1er janvier d'une année, il fallait que ces propositions soient votées au plus tard en novembre. Or, une modification réglementaire et législative a avancé le calendrier
et faire en sorte que ce soit au plus tard en juillet que soit votée cette délibération pour qu'elle soit applicable au 1er janvier. Et du coup, ça va obliger, alors, je remercie au passage des services, parce qu'en lien avec l'agglo, à faire un travail un peu plus condensé, un peu plus concentré. C'est vrai qu'on avait un peu abordé ce sujet-là, on y reviendra sur différentes propositions ou modifications, mais s'agissant de la TAM, on a été un peu plus court par le calendrier, c'est pourquoi j'ai pas eu le temps de revenir vers vous, et c'est pas du tout volontaire, ça s'est fait un peu de manière précipitée. Après, je ne reviendrai pas, Vincent en a parlé sur le rapport taxe-imposition, pour moi on n'est pas du tout dans le même sujet. Je peux juste me permettre de compléter sur le point de la liste des équipements qui est fixée. En fait, elle permet de justifier l'augmentation du taux. Oui. Et en fait, après, la taxe d'aménagement, elle retombe dans le pot commun du budget. Ensuite, c'est chaque année, c'est le débat budgétaire qui affecte les revenus de la taxe d'aménagement. Et il n'y a pas, c'est pas fléché 100 000 € qui vont aller à tel équipement. Même si on doit, dans le cadre de la délibération, justifier d'équipements qui nécessitent un financement complémentaire de la part de la collectivité. C'est le premier point. Et le deuxième point, c'est sur le renchérissement du coût de l'immobilier. En fait, oui, le fait d'avoir une taxe supplémentaire, ou en tout cas un taux de taxe supplémentaire, renchérit le coût de l'immobilier, en tout cas le coût des logements, comme les normes énergétiques de la RE 2020, comme le choix qu'on a fait, dans le cadre du PLU intercommunal, de diviser par 2 le nombre de constructions sur notre territoire. Parce que mécaniquement, quand on réduit la possibilité de construire, ça fait monter les prix, même si avant, et d'autant plus que sur la période passée, les contraintes étaient moindres et les prix n'ont jamais été aussi élevés. Il suffit de comparer le prix des appartements qui se vendent ou qui se sont vendus dans l'opération de la ZAC des Lompré derrière l'église au début des années 2000 et leur prix de revente aujourd'hui, il y a quand même une large augmentation. Donc il y a d'autres mécanismes qu'il faudra regarder et mettre en place, à mon avis, dans les années qui viennent, sur les questions foncières, pour maîtriser le prix du foncier dans des secteurs en enjeu, et notamment dans les secteurs de centre-ville. Et deuxièmement, la question des typologies de logement, évidemment le logement social, mais d'autres typologies de logement, parce qu'on peut avoir des problématiques pour loger, notamment les salariés en euros, qui peuvent même avoir un salaire plus important que le SMIC, plus 20%. Libération, un peu d'autres remarques. Si pas d'autres remarques, on peut passer au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Personne. Le point 2 est validé. Le point 3, Serge. Oui, cette fois pour une session à l'euro symbolique, on est sur l'avenue du Mont-Mussy. Symbolique, oui, sur l'avenue du Mont-Mussy, où la société Progimo, par l'intermédiaire de son responsable, M. Couron, a accepté de céder à l'euro symbolique à la commune une emprise de 28 mètres carrés qui nous permettra, donc cadastré AS 1141, qui nous permettra donc de poursuivre le projet de cheminement piéton et de trottoir, puisqu'il y a une interruption actuellement de l'itinéraire chemin des routes, si je me souviens bien, et que cette session nous permettra d'en combler une partie. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette session? Pas de remarques. Je propose que l'on passe au vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Personne. Le point 23 est validé. Le point 24, Pascal, subvention culturelle. Oui, donc ce point 24 concerne une subvention exceptionnelle aux associations culturelles pour un projet des Estivales 2023. Donc, Monsieur le maire rappelle que le service culturel de la commune a souhaité mettre en place un appel à projet estival ouvert aux associations culturelles afin qu'elles participent à la vie culturelle, l'objectif étant double donc, proposer aux Divonnais des activités gratuites et en plein air durant l'été et permettre aux associations de se faire connaître à quelques semaines de la rentrée. Donc, parmi l'enveloppe allouée aux subventions culturelles, lors de la commission, nous avions réservé une somme pour ces projets exceptionnels. Et donc, suite à une commission culture et donc à la présentation des projets, il a été validé donc, des subventions à 4 associations. Arpadi pour un atelier peinture sur bois et un atelier peinture en portrait.
la Maison de la musique de Divonne pour des concerts du Big Band au Théâtre de Verdure, Oransen pour des cours de danse collectifs et Candélab pour 2 soirées musicales couvies au bord du lac. Donc il est demandé ce soir au Conseil municipal d'approuver l'attribution de ces subventions exceptionnelles citées ci-dessous. Isabelle, même voix fibre. Vous pouvez appuyer, c'est tout bon. C'est la première fois que j'utilise. Alors, c'est vrai que, ayant participé à cette commission, on a été, on a eu des propositions de 4 ou 5 associations. Après, à la réflexion de revoir ces choses-là à travers la note de synthèse, là, l'UNI fait un peu le vœu que pour les années futures, la programmation des choses qui se passent en dehors de l'esplanade, qui animent la ville au cours de l'été, soit qu'il y ait une programmation pensée, on va dire, pensée par le haut, notamment, je pense, par le service culturel. Là, cette année, bon, il y a des histoires d'RH et tout, mais du coup, on dépend un peu des associations. On dépend de leur spectacle et du coup peut-être ça risque de manquer de cohérence. Et moi j'imagine, je me plais à imaginer une programmation donc plus cohérente, pensée, cadencée en termes de calendrier, par exemple tous les 15 jours, voilà, des choses fixes. Là on dépend clairement des associations, de leur date de disponibilité, etc. Voilà, et je pense que Divonne mériterait un vrai plan j'appelle ça de réjouissance estivale, de façon à ce que les Divonnais, les Gessiens, les Suisses et même les touristes sachent que, par exemple, c'est un exemple, le vendredi soir, tous les 15 jours, par exemple au Théâtre de Verdure, parce que je pense que le lieu s'y prête particulièrement, il y a quelque chose qui se passe, que ce soit du cirque, du théâtre, de la musique, une projection de cinéma, un événement sportif, pourquoi pas, une démonstration, une performance, on sache que tous les 15 jours, par exemple, il y a quelque chose de bien, de sympa, de culturel, de qualité qui se passe à Divonne. Voilà. Pascal. Merci Isabelle pour cette intervention et c'est vrai que je pense que ici tout le monde serait d'accord avec toi de toute manière. Alors oui, cette année c'est un peu compliqué, mais on a donné, donc Vincent et moi-même, la mission, on va dire, à notre nouveau directeur du pôle culturel pour nous faire, dès l'année prochaine, l'été prochain, les estivales, et avec en partenariat aussi avec l'OT pour que, comme tu dis, on identifie en fait un jour et on se dit voilà, tel jour il y aura ce spectacle, il y aura ça. Mais c'est en tous les cas sur ce qu'on travaille actuellement. Pour compléter le propos de Pascal, dès cette année, les festivals seront affichés, en tout cas, et il y aura une programmation qui dira jour après jour, voilà ce que vous pouvez faire à Divonne-les-Bains. Donc très clairement, ça s'appuie sur les associations, et ça va grossir aussi dans les années qui viennent. Et l'objectif était aussi de pouvoir continuer à soutenir d'une autre manière, les associations qui sont encore en train un peu de payer, entre guillemets, la période de Covid. Voilà. Désolé, je me suis trompé. Oui, et rien n'empêche, au cours de cette programmation, de s'appuyer sur certaines associations. Par exemple, pour la musique, on a la LND, voilà, ça c'était aussi, bien sûr, et c'est vrai que c'est la promotion des associations, clairement. Et là, c'est vrai que cette année, en fait, lorsque le service culturel a envoyé les demandes de projet, on a une association, Candélab, qui a répondu pour la première fois. Et on s'en réjouit parce que je pense que ce sera un beau projet, avec de la musique autour du lac. Voilà.
Merci. Alors, je vous propose qu'on passe au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Parfait, le point 25 est validé. Le point 24, pardon, est validé. Le point 25, Laurence. Alors, il s'agit ici, suite à la transmission du tableau de subvention erroné au service finance, de réajuster les montants attribués, montants qui avaient été validés lors de la commission du 31 janvier et qui impactent donc 7 associations. Il y a le Ski Club Jura section d'Yvonne pour 500 €. Il y a l'USPG Rugby pour 3 000 €, l'Estocade d'Yvonne Escrime pour 1 500 €, la Gexoise 500 €, d'Yvonne Judo 60 €, l'Union sportive d'Yvonnaise 5 000 € et l'association des jeunes sapeurs-pompiers pour 200 €. Il vous est donc demandé d'autoriser l'attribution de ces subventions. Merci. Est-ce qu'il y a des remarques? En fait, c'est un ajustement de ce qui a été voté au budget primitif. Il y avait une erreur dans le tableau qui était joint à la délibération. C'est pas du tout ce qui est écrit, hein. Non, On n'a pas la même délibération, mais c'est d'effectuer un versement. Pardon. Oui, mais si vous me permettez de finir mon explication, en fait. Mais c'est bien ce que disait Edouard Cassal, en fait. C'est que le règlement de cet institut, le règlement intérieur n'est pas respecté. Mais bref, je vais y revenir à chaque intervention. Donc, ce qu'on vous explique, c'est qu'il y a un versement de subventions complémentaires, parce que les montants des subventions qui avaient été décidés en commission n'étaient pas celles qui figuraient dans le tableau qui a été voté dans le cadre du budget primitif. Et il y avait des associations qui se retrouvaient avec des montants de subventions moins importants que ceux qui avaient été décidés en commission. D'où le titre de la délibération qui est versement de subventions complémentaires aux associations qui étaient quelque part lésées par rapport aux décisions de la commission et au vote du conseil municipal. Voilà. Allez-y si vous aviez un commentaire. Je dis que la présentation que vous faites de la délibération ne correspond pas à ce qu'on lit, puisqu'il s'agit effectivement de déposer des demandes de subvention auprès de la collectivité dans le cadre d'actions et pour compléter les propositions de la commission association sport 1 concernant l'attribution, il faut effectuer un versement complémentaire. Ça pourrait établir la décision de la commission, c'est pas pour compléter. En fait, on ne parle pas de la même chose. On y a trouvé en fait, oui, on s'est mis d'accord en commission sur des montants de subventions aux associations. Et c'est pas ce que c'est ça que je dis. Que ce soit dans ce que j'entends, c'est très bien. Là, ce que j'entends, c'est que c'est du complémentaire à ce qui a été décidé. Et c'est ce que je lis surtout. Compléter les propositions de la commission qui n'ont pas été votées dans le cadre du budget primitif. En fait, c'est passé marqué. Mais quand vous avez voté en commission, vous avez voté un montant de subvention. Je pense que quand vous avez préparé le conseil, vous avez bien vu qu'il y avait des montants qui n'étaient pas cohérents. Donc, c'est juste simplement pour être conforme au choix des commissions, parce qu'il y a une erreur de transmission d'un tableau, d'un service à l'autre, pour joindre le tableau de délibération du conseil municipal. Voilà. C'était pas clair et on n'a pas eu de message de la commission association. Donc honnêtement, on était vraiment très confus sur cette commission. Pour vous dire, puisque effectivement nous préparons nos conseils municipaux, nous apprêtions à voter une abstention à ce sujet, en fait d'une incompréhension. J'espère au moins que nos explications seront plus claires. Ah. Donc je vous propose qu'on passe au vote, s'il n'y a pas d'autres remarques. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Donc la délibération est validée. Le point 26, Daniel. Et nous sommes sur un accord cadre sur l'entretien des réseaux d'assainissement, le choix du prestataire. Le marché qui est relatif à l'entretien des réseaux d'assainissement communaux est arrivé à terme. Afin d'assurer la continuité du service, une consultation de type procédure adaptée a été lancée. Un avis d'appel à la concurrence est adressé pour parution le 28 avril 2023 au journal La Voix de l'Ain et mis en ligne sur la plateforme de dématérialisation des marchés publics et sur le site de la mairie d'Yvonne. Il est précisé que les travaux, objet du présent marché, consistent à l'entretien du péril et à valoir d'eau pluviale pour la partie communale,
le nettoyage des bacs dégraisseurs, le nettoyage des bacs séparateurs d'hydrocarbures, l'entretien de divers bâtiments communaux. Cet accord cadre à bon de commande est conclu pour une période d'1 an renouvelable 3 fois par reconduction express pour un montant maximum annuel de 40 000 €. La commission MAPA réunie le 2 juin s'est prononcée en faveur de l'offre de l'entreprise Valdi. Et nous nous conseille d'approuver le choix de la commission MAPA. Il y a des remarques sur cette délibération? Oui, Monsieur Augustin. Allez-y. C'est juste une remarque pour plusieurs de ces délibérations qui sont des marchés en fait où on a peu de concurrence, donc c'est toujours important de favoriser la concurrence pour qu'on ait plusieurs propositions sur ce dossier-là en particulier. Je crois qu'il y avait qu'un candidat. C'est un candidat local connu et reconnu, mais globalement il y a peu d'intervenants sur ces marchés. Donc seule intervention et nous sommes favorables. Oui, effectivement, on a très peu de concurrence, mais le job, entre guillemets, a été fait. Il y a des appels à la concurrence qui ont été lancés. Les services font le travail pour essayer d'intéresser le maximum d'entreprises à nos consultations. Et hélas, sur certaines parties de marché, comme les marchés d'entretien des réseaux, il faut du matériel bien spécifique. On demande aussi des temps d'intervention pour le débouchage urgent, donc c'est pas forcément des entreprises de Lyon qui vont répondre. On visait peut-être des gens de la Haute-Savoie, mais malheureusement ils ne sont pas venus répondre à notre appel. D'autres remarques? Non. Je propose qu'on passe au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Personne. Le point 26 est adopté. Le point 27, Daniel. Nous sommes sur l'accord. Nous sommes sur l'accord cadre pour la fourniture de signalisation verticale. Donc, le marché de signalisation verticale, c'est des panneaux directionnels de police est arrivé à terme. Afin de rationaliser ce type de commande et d'assurer que la commune dispose de conditions économiques les plus favorables, il a été décidé de lancer une nouvelle consultation. Cette consultation de type procédure adaptée a été lancée le 21 avril. Un avis public à la concurrence a été adressé par Action Journal La Voix de l'Ain, au BOMP, et mise en ligne sur la plateforme de dématérialisation des marchés publics et sur le site internet de la mairie. Ce marché est un accord cadre à bon de commande, mono-attributaire d'une durée d'1 an renouvelable 3 fois par reconduction express et le montant maximum annuel est de 50 000 €. Après réception et examen des offres, la commission d'affaires réunie le 2 juin s'est prononcée en faveur de l'entreprise Signo Giro. Là aussi, je vous précise que malheureusement, nous n'avions qu'un seul candidat. C'est le c'est le fournisseur historique qui est aussi le régional de l'État, puisqu'il est Signo Giro. Est-ce qu'il y a des remarques? Questions? Pas de remarques? Je propose qu'on passe au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Le point 27 est validé. Le point 28. Nous sommes sur un accord cadre pour les travaux de signalisation horizontale. Le marché de signalisation horizontale est arrivé aussi à terme, afin de rationaliser les travaux de marquage au sol et d'assurer que la commune dispose de conditions économiques les plus favorables. Il a été décidé de lancer une nouvelle consultation. Cette consultation de type procédure adaptée a été lancée le 21 avril. Un avis public à concurrence a été adressé pour parution journal La Voix de l'Ain au BOMP, mis en ligne sur la plateforme de dématérialisation des marchés publics et sur le site internet de la mairie. Cet accord cadre à bon de commande mono-attributaire est passé pour une durée d'1 an renouvelable 3 fois par reconduction express. Il a un montant maximum de 50 000 €. Après réception examen des offres, la commission MAPA s'est prononcée en faveur de l'entreprise Proximarc. Ils sont sur Annecy. Nous avions plusieurs candidats sur ce marché. Merci Daniel. Est-ce qu'il y a des remarques? Pas de remarques. On passe au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Personne. Le point 28 est adopté. Le point 29. Alors, nous sommes sur l'entretien des installations de relevage des eaux usées. Afin de procéder à l'entretien des installations de relevage des eaux usées de différents sites communaux, il y a le jardin public, le local secouriste bâtiment de l'école du centre, le parking de Vigny, la plage, le centre technique municipal, les pédiluves piscines, l'hippodrome. Il a été décidé de lancer une consultation de type procédure adaptée.
Un avis de public à concurrence a été adressé le 28 avril 2023 pour parution au journal Le Voidelin et mis en ligne sur la plateforme de dématérialisation des marchés publics sur le site internet de la mairie. Cet accord cadre à bon de commande est passé pour une durée d'1 an, reconductible 3 fois pour un montant maximum annuel de 40 000 €. La commission n'a pas réuni le 2 juin, s'est prononcée en faveur de l'entreprise Valier et là aussi, nous n'avons eu malheureusement qu'un seul candidat. Merci. Est-ce qu'il y a des remarques? Pas de remarques, je propose qu'on passe au vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Personne. Donc le point 29 est validé. Le point 30, il s'agit de la réflexion des cours de tennis. Daniel. Alors, une consultation pour la réflexion de 2 cours de tennis en résine synthétique qui a été lancée le 21 avril selon la procédure adaptée. Le revêtement de 2 cours de tennis extérieur était en fin de vie et nécessite une rénovation complète. Les travaux consistent en la dépose soignée de la clôture, la fourniture à la pose de bordure, la démolition des massifs pour les poteaux de tennis, la réalisation de nouveaux massifs, la fourniture et la pose d'un géotextile, la réalisation de la couche de réglage définitif et un compactage soigné, la réalisation de la couche de base, la fourniture et la mise en œuvre de la résine synthétique, la création du rang primaire, le tracé des lignes de jeu, la fourniture et la mise en place des équipements et accessoires de tennis et la repose de la clôture. Un avis qui s'appelle à la concurrence a été adressé pour parution au journal de la Voidelin, mis en ligne sur la plateforme de dématérialisation du marché public et sur le site internet de la mairie. Après réception et examen des offres, la commission n'a pas, lors de sa séance du 2 juin, s'est prononcée en faveur de l'entreprise Valier Tennis pour un montant de 114 780,60 € hors taxe. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Pas de remarques. Ça a été vu en commission dans les appels d'offres. Très bien. Parfait, donc on passe au vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Personne. Et donc le point 30 est validé. Le point 31. Tu veux le faire de point 31 sur le nautique. Alors, nous sommes sur les travaux de restauration du restaurant Le Nautique en salle polyvalente, le cheval des entreprises. Donc là, malheureusement, une consultation a été lancée et nous n'avons pas eu suffisamment d'offres. Il est proposé aujourd'hui au conseil municipal de relancer une nouvelle consultation. Donc, l'objet de la délibération, c'est de constater l'absence de candidature et de classer le dossier de consultation pour les lots 4, 5, 6 et 7 et 8 sans suite et de relancer une consultation sur la procédure appropriée en vue de l'attribution de ces lots. En ce qui concerne les autres lots, ils sont en cours de négociation et de vérification avec nos maîtres d'œuvre. La commission travaux sera invitée à se prononcer ainsi que la commission d'appel d'offres lors d'une prochaine séance. Malheureusement, oui, c'est les lots infructueux. 4, c'est l'isolation plâtrerie, peinture pour plafond. 5, menuiserie intérieure bois. 6, revêtement de sol dur. 7, électricité courant fort et faible. Et 8, le chauffage, la ventilation, la plomberie, la climatisation. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Oui. Pas de remarque, plus une question, Daniel. Qu'est-ce qu'on se fixe comme objectif du coup pour la mise à disposition à la population et l'association? Pour le moment, l'objectif urgent, c'est de relancer une nouvelle consultation, d'attribuer les lots qui vont pouvoir être attribués. Mais bon, vu le chantier, on est obligé d'avoir à peu près tous les lots. S'il manque le revêtement de sol, ce ne sera pas grave. Mais là, il nous faut l'ensemble des lots, notamment les lots électriques, notamment le lot sanitaire, pour pouvoir organiser un chantier et que l'ensemble se déroule devant un planning établi. Donc là, pour le moment, l'objectif, c'est d'attribuer le marché dès la rentrée, mois de septembre. On va faire le travail pour retrouver des candidatures. Les services techniques font le job justement pour retrouver ces candidats manquants. Et puis au mois de septembre, on refixera un calendrier en espérant qu'on arrivera à intégrer et à réaliser des travaux dans une période raisonnable. Et que pour l'année prochaine, on pourra être opérationnel. Mais là, pour la fin de l'année, ça va être difficile.
On était sur un engagement qui était fin du deuxième trimestre 2024. Je pense qu'on va jouer sur septembre 2024. Est-ce qu'il y a des remarques complémentaires à celles qui ont été formulées? Si ce n'est pas le cas, je vous propose qu'on passe au vote. Donc qui est contre? Personne qui s'abstient. Personne. Donc le point 31 est validé. Le point 32, il s'agit d'une modification. Non, c'est le point 32. Oui, donc il s'agit de proposer une augmentation des tarifs pour la taxe de séjour, donc taxe de séjour à compter du 1er janvier 2024, puisque comme j'ai pu le rappeler en commission, donc le décret a changé et maintenant donc, nous devons délibérer sur le montant de la taxe de séjour pour l'année N+1 avant le 1er juillet de l'année N-1. Tout le monde me suit, c'est parfait. En fait, il faut qu'on puisse avoir de nouveaux tarifs de taxe de séjour à compter du 1er janvier 2024. Nous avons jusqu'au 1er juillet 2023 pour voter ces tarifs. Voilà, c'est clair. Donc, vous connaissez tous la taxe de séjour. Donc, comme l'a rappelé M. Père, on a budgété en 2023 donc 380 000 euros. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi sur le montant de la taxe de séjour, puisque c'est encadré par un décret. Et ce qui est proposé, donc c'est une augmentation de taux à hauteur de 6%. Et comme vous pouvez le voir dans le tableau, sachant que en fait il n'y a pas les montants actuels, mais je pourrais vous les donner si vous le souhaitez. Donc pour les logements qui sont donc des palaces aux 5 étoiles, aux 4 étoiles, aux 3 étoiles, aux 2 étoiles et aux 2 étoiles, donc nous serons avec l'augmentation donc au montant plancher, donc ça veut dire qu'on ne peut pas aller au-delà, mais pour les hôtels de tourisme, pour les terrains de camping et les terrains de caravanage, donc nous sommes déjà donc, au montant maximum, ce qui fait qu'on n'a pas d'augmentation de 6% comme les autres tarifs. Donc je vous rappelle que la taxe de séjour est obligatoire pour toute personne résidant à Divonne, donc qui sont dans un palace, dans les hôtels de tourisme, dans les résidences de tourisme, les villages de vacances, les chambres d'hôtes, les camping-cars, on n'en a pas encore mais je ne désespère pas, les terrains de camping et les terrains et les hébergements en attente de classement. Donc pour les logeurs qui ne respecteraient pas, donc ils sont passibles d'une amende. Et il y a quelques cas d'exonération de cette taxe de séjour, à savoir les enfants de moins de 18 ans, les titulaires d'un contrat de travail saisonnier employé par la commune et les bénéficiaires d'un hébergement d'urgence ou d'un relogement temporaire. Donc lors de la commission, effectivement, il a été évoqué la question du camping, puisqu'aujourd'hui c'est le camping qui rapporte la majorité en fait, des nuitées et non pas de la taxe de séjour, puisque la taxe de séjour est à 0,60 donc elle est 0,80, donc elle est relativement basse. Et c'est une question donc, que j'ai pu poser lors du congrès de l'Association nationale des communes touristiques aux représentants du ministère des Finances. Effectivement, je crois que c'est quelque chose sur lequel le ministère va se pencher parce que on n'est plus vraiment dans certains campings sur du tourisme social, comme ça avait pu être défendu avec effectivement cette taxe de séjour assez faible. Donc voilà, ce sera peut-être une piste d'évolution pour les années prochaines. Donc oui, on a des tarifs qui sont relativement élevés, mais je rappelle que ce n'est pas le propriétaire qui paye cette taxe de séjour, mais c'est bien le touriste qui vient en séjour. Et à titre comparatif, donc Pays Gex Agglomération a voté, je crois récemment, votera demain, on va monter, oui c'est vrai, demain, donc aussi une augmentation de la taxe de séjour. C'est vrai qu'aujourd'hui, les collectivités n'ont plus beaucoup de leviers fiscaux, donc là, la taxe de séjour en est un. Voilà, j'ai fini pour ma présentation, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Des questions? Pas de remarques? Je crois que ça a été vu en commission. S'il n'y a pas de remarques, je vous propose que l'on passe au vote. Donc qui est contre?
Qui s'abstient? Personne. Donc le point 32 est validé. Le point 33, vous m'avez posé deux questions sur les décisions. Une sur la décision 176, qui est en fait la mise en place, qui correspond en fait à la mise en place d'un audio guide pour le parcours patrimoine. C'est la partie audio qui vient compléter les dispositifs qui ont été installés dans la ville. Continueront à être installés avec la poste de clous dans le cadre de la grande rue quand les projets auront, les travaux de la grande rue auront avancé. Donc c'est un projet qui va faire aussi l'objet d'une demande de subvention. Et le point 161, il s'agit d'une rénovation d'une partie de la cour de l'hippodrome à côté des tribunes, qui fait partie des investissements poursuivis par la collectivité dans le cadre du marché immobilier à l'hippodrome. C'est un investissement qui se fait sur proposition de GHDB, la Société des courses. Voilà pour les décisions prises en vertu de la délégation de compétences. Donc si vous avez un là-dessus, c'est un donné acte. Vous avez ensuite posé deux questions. La première, pourquoi vous n'avez pas été conduit à rencontrer les populations dans différents quartiers? En fait, il n'y a pas eu d'invitation spécifique. Ça a été une communication large qui a été faite par les différents supports de communication. Et évidemment, tous les élus du conseil municipal sont conviés à ces rencontres. Moi, Hubert qui était présent ce matin, et donc je crois que certains d'entre vous étaient présents à d'autres rencontres. Donc il n'y a pas de. C'était une rencontre très ouverte, donc il faut participer à ces rencontres. Et ensuite, vous m'avez interrogé pour savoir s'il y a une réunion qui sera organisée sur le conseil de quartier ouvert à tous les élus en juin. Nous avons, je rappelle, décidé de répondre et compléter. De décaler le renouvellement des conseils de quartier sur le mois de septembre, le temps de faire le bilan aussi avec les conseils de quartier sur la base des 2 ans qui viennent de se passer, avec comme objectif de revoter au conseil municipal de septembre des ajustements qui sont faits par rapport à la charte des conseils des quartiers. Je vais peut-être compléter mon propos. Donc du coup, après, les travaux qui sont faits, il y aura des travaux engagés avec les élus qui étaient intéressés par ces sujets d'ici au mois du mois de septembre. Donc la réunion de juin est décalée en septembre, c'est ça? En fait, ça se passera durant la loi, on le 6 pour septembre. Donc il y aura un temps d'échange entre élus qui sera entre maintenant et le mois de septembre. Je coupe mon micro de manière à... Merci, monsieur le maire. Oui, en fait, on se demande... Oui, donc en fait, on demande une synthèse à l'ensemble des bureaux du conseil de quartier sur ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné, ainsi qu'à l'ensemble des élus. Donc, si vous souhaitez apporter des remarques constructives aux preneurs, ainsi que des remarques de la part des services. Donc, on va faire une synthèse de tout ça, et en fonction de ces éléments, on apportera des modifications à la charte en septembre. Voilà. J'ai pas répondu? Non, en fait, du coup, c'est pas très clair en fait. La modalité, non, mais il y aura participation des élus. Il y aura une participation des élus. Quelle forme? La participation, c'est répondre. En fait, c'est ouvert. Si vous avez des remarques à apporter, vous les faites par écrit. Donc tu attends pour te faire spontanément un email sur ce sujet? Oui. D'abord, ce serait bien qu'on le sache. Normalement, un mail a été envoyé à l'ensemble des élus. Vous l'avez pas reçu? Peut-être pas à l'ensemble des élus. Alors c'est mon erreur. Non, il me semble avoir demandé à ce qu'un mail soit envoyé à l'ensemble des élus. Ou alors ça va être fait. Si ça n'a pas été fait, ça va l'être. Ça a été fait courant juin. En tout cas, le mail est parti la semaine dernière à l'ensemble des conseils de quartier. Donc les élus devraient le recevoir, si ça n'a pas été fait, cette semaine. Et donc on a décalé comme il y a beaucoup de choses en juin, on a décalé ça en septembre. Après, il y aura donc une réunion. Voilà. Et on apportera donc des modifications à cette charte. Ouais. En fait, on sollicite les conseils de quartier, les élus pour faire remonter les expériences que vous avez avec les conseils de quartier. Il y aura une synthèse qui sera faite de l'ensemble des éléments sous la forme d'une réunion et ensuite une délibération qui sera mise en place au conseil de septembre pour pouvoir valider une nouvelle charte de collaboration avec les conseils de quartier. Parce que je vous rappelle, il y avait déjà les premiers sujets qui étaient apparus dans nos débats
sur le lancement des conseils de quartier, je pense au printemps 2021. Il y a des questions liées au périmètre. Donc je pense que ça, on va faire état de l'ensemble et voir comment ça va fonctionner avec les différents conseils de quartier. Voilà. Donc bon, on n'a pas reçu l'email, mais on va le recevoir visiblement rapidement. Et juste sur la forme, c'est quand même dommage parce que quand on a mis en place ces conseils de quartier, on s'était tous vus ensemble pour justement y réfléchir. Je trouve dommage qu'on ne garde pas ce dialogue, c'était quand même une bonne façon de le construire ensemble. Et par email, c'est toujours un peu sec, ça laisse le sujet d'interprétation. C'est dommage qu'on ne se revoie pas entre nous, enfin entre élus, au sein du conseil sur ce sujet qui me semble important. C'est le premier point. Le deuxième point, la rencontre qui devait avoir lieu au mois de juin, c'était la restitution des conseils de quartier qui venaient représenter leur activité, leur bilan, etc., qui était à nouveau un moment d'échange entre eux et nous. Si j'entends que tout se traite par mail et qu'on a une version consolidée par écrit et qu'après ça devient une délibération, là à nouveau, je pense que parler au nom de tous en disant c'est dommage, c'est une occasion ratée d'avoir cet échange entre les élus et ces conseils de quartier qui jouent un rôle important. Je rappelle, les conseils de quartier, on a souhaité que ce ne soient pas des instances politiques. C'est-à-dire que j'ai donné la délégation à Eric pour travailler avec les conseils de quartier. Eric a des échanges avec les conseils de quartier. Il organise le bilan des conseils de quartier. Il y a une restitution qui sera faite des échanges que Eric et les conseils de quartier peuvent avoir avec les élus qui souhaitent participer à cet échange et construire la nouvelle charte des conseils de quartier. C'est bien stipulé de cette manière-là, je crois, dans la charte des conseils de quartier. Du coup, l'objectif, il est vraiment de pouvoir voir comment on améliore le fonctionnement des conseils de quartier. Si on juge qu'il y a une amélioration à apporter, et si les conseils de quartier jugent aussi qu'il y a une amélioration à apporter. Voilà. On est dans cette démarche-là depuis le début et ça continuera à être de cette manière-là. Parfait. Oui, dernier commentaire. Vous avez effectivement souhaité... Vous avez effectivement souhaité que les élus ne participent pas à ces conseils de quartier. Vous comme nous en sommes exclus. C'était une décision qui était prise au départ, qui était un parti pris. En participation... Comment ? J'ai pas compris. Sur demande des conseils de quartier. Non, pas du tout. On parle de la constitution de la charte qu'on a faite au départ sur comment allaient fonctionner les conseils de quartier. Ce n'était pas sur leur demande puisqu'ils n'existaient pas. Donc, encore une fois, il y a aujourd'hui effectivement une imperméabilité entre les deux. Et c'est pas comme s'il y avait un travail avec eux. Donc, encore une fois, cette rencontre, c'était la seule qu'on avait avec eux. Si vous essayez de ne pas la refaire, c'est votre décision. Mais encore une fois, c'est dommage. Est-ce qu'il y avait d'autres remarques sur ces questions? Alors, une intervention pour le groupe UNI. Non, c'est pas. Je réagis sur la première question écrite. Vous répondez aux rencontres. Les élus qui viennent aux rencontres, donc les élus ne sont pas invités, c'est quand même embêtant. Il faut lire le journal pour savoir quand les élus du conseil municipal sont invités. Je pense que ça limite aussi les possibilités d'échange. Mais on est habitué, puisqu'il y avait des rencontres agents-élus auxquelles nous n'étions pas conviés. Et c'est pas de notre part un manque d'intérêt pour rencontrer les agents, mieux les comprendre, parce qu'on sait que parfois il peut y avoir des incompréhensions de ce qu'ils font, du fonctionnement d'une mairie de la part d'élus qui ne sont pas forcément très au fait de l'administration. Et si on n'est pas invité, on ne peut pas venir. Donc voilà, je pense que ce serait peut-être un point d'amélioration. Que quand il y a des rencontres entre les élus, les nouveaux habitants, etc., on puisse simplement être informé, les associations, les commerçants, etc., qu'on puisse être informé de façon à ce qu'on puisse éventuellement les rencontrer. Très bien, on prend le point également. Monsieur Tout-Emploi. Monsieur Augustin, coupez votre micro s'il vous plaît pour laisser la parole à votre policier. Moi j'ai une remarque orale si on est... Alors donc j'ai lu dans le JVD spécial bilan ces phrases qui viennent de la majorité. Pour les 3 prochaines années, espérons que les élus de l'opposition changent de comportement, fassent enfin des propositions constructives, cessent de demander des passe-droits, de diffuser des fausses informations et de se livrer à des attaques personnelles. Donc,
je vais faire un rappel à la loi, puisqu'on a fait des rappels au règlement. Donc la loi dit que toute expression outrageante, terme de mépris ou invective, qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure publique. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommé. L'injure publique se définit comme un délit de presse, soumis au régime de la loi du 29 juillet 1881, article 29. L'injure envers une personne est punie d'une amende pouvant aller jusqu'à 12 000 €. Quand ils sont commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée de mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, les peines sont portées à 3 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. C'est un fait très grave, hors de tout affrontement politique, qui doit se situer sur le plan des idées et des actions à mener. C'est inacceptable. Point, quand il a été insinué que j'étais un dictateur, c'était également inacceptable. Voilà. Et un guignol. Si. Mais bref. Donc, après, si vous trouvez que pénalement nous sommes répréhensibles, je suis le directeur de publication de cette publication. Je vous laisse faire le nécessaire auprès de la justice. Voilà. Très bien. Est-ce que nous avons d'autres remarques? Si ce n'est pas le cas, ce conseil municipal est clos. Merci.